conseil de classe. Parce que parfois on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein. Ah, c'est merde, je veux mourir avec vous, hein. Moi j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Bon, maintenant on suffit un peu. D'accord, on va mettre un peu de rythme. On va pas parler technico-tactique, là on va les stroncher, puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire. Comme on a pris une leçon d'enthousiasme, on a pris une leçon de courage, on a pris une leçon de couille, on a pris une leçon de rugby. Le conseil de classe de la première partie de saison de Pro D2, les 15 premières journées. Le principe est simple. Chacun a choisi un avertissement. Julien Thomas, Philippe Spanghero, Rémi Mességuet et Rémi Ruggiero, un avertissement, un compliment et un félicitation, un club à chaque fois choisi par nos spécialistes de la Pro D2. Et on va faire le bilan justement de cette première partie de saison via eux, via vous aussi au 0826 300 300. Quentin Cabanis, le classement du coup à l'issue de cette première partie de saison. Eh ben c'est Mont-de-Marsan qui est champion d'automne, premier avec 57 points devant Oyonnax, 2 petits points d'avance pour Mont-de-Marsan sur Oyonnax. On va retrouver à la 3e place Bayonne avec 5 points de retard sur le leader. Nevers est 4e devant Colomiers. Montauban termine le top 6 avec 40 points, soit 4 points d'avance sur le 7e Carcassonne. Ensuite on va retrouver Aurillac à la 8e place, Béziers 9e, Provence 10e, Grenoble 11e, Rouen est 12e. On va retrouver Vannes à la 13e place, Agen est 14e, et puis on va retrouver Bourg-en-Bresse à la 15e place, et puis Narbonne tout à la fin du classement, les Narbonnais qui sont 16e. Alexandre. Des Narbonnais 16e, lanterne rouge, Mont-de-Marsan champion d'automne, titre honorifique mais important. On attaque avec évidemment le plus douloureux, les avertissements. Avertissement. Rien ne s'est passé comme ça devait se passer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? C'est un coup splendide ça. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Vraiment, je comprends pas comment on a perdu ce match. Ouais, c'est pas faux. Mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Il y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Fais ton devoir, petit homme. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais gicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Je vous en prie. Vous avez été pesé, vous avez été mesuré et on vous a jugé insuffisant. Dégage. Dégage. Voilà, c'est la version longue, on pourrait dire, de ces productions exceptionnelles. La version la pépite. Ah, la version pépite, effectivement, de ces avertissements. Ouais, du haut niveau. Du très haut niveau, effectivement. Et on va commencer par Rémi Ruggiero ce soir. Voilà, il a l'honneur de commencer. Rémi Ruggiero, quel club tu as choisi en avertissement? Malheureusement, je choisis Narbonne, le voisin par rapport à Béziers. Pourquoi? Puisque sur 7 matchs à domicile, c'est 7 défaites. Il y a eu ce match charnière pour moi face à Colomiers qu'on a suivi ensemble face à Colomiers, où cette équipe perd dans les derniers instants. C'était un petit peu le match où on pouvait basculer sur autre chose. Il y a eu une montée tardive, il y a eu un recrutement conséquent, donc pas facile de trouver des automatismes. Malgré quelques regains sur les matchs à Agen, on a gagné, etc. par rapport à Narbonne. Voilà, cette équipe qui a une belle charnière aussi, avec Luc Campbell, Jason Robertson, qui est une équipe qui peut s'appuyer sur ça, mais c'est pas suffisant. Et on sent surtout, Alex, c'est une équipe qui, et on va en discuter tous ensemble, une équipe qui peut-être n'est jamais restrictive dans son jeu et qui du coup s'expose un petit peu à ce jeu de Pro D2 qui est parfois aussi un jeu d'occupation, des dépossessions et fait de phase statique. Et ouais, effectivement. Et tu évoquais cette J11, cette 11e journée, cette défaite à domicile face à Colomiers, hein. Et forcément, c'est vrai que c'est peut-être un tournant. On avait d'ailleurs, tu vois, au hasard de l'histoire, sélectionné cet essai de Saïdia que tu avais commenté. Et une balle de match pour Colomiers à 5 mètres de l'embut, ballon porté qui s'organise à gauche. Est-ce que ça va aller au bout du côté de Colomiers pour peut-être souffler victoire Narbonnais? Ça reste statique debout. Premier arrêt stipulé par Monsieur Hernandez. On reconstruit tout ça. Deuxième contre-poussé du côté des Colomiers qui sont dans l'embut. Et c'est pour cette équipe de Colomiers, c'est pour les Colomiers qui viennent marquer l'essai au bout du bout à la 77e minute de jeu et qui vient souffler le succès ici à Narbonne. Ouais, le succès à Narbonne, 23-20. Écoutez, c'était Lucas Lebro au micro justement de toi, Rémi Ruggiero. Frustré une nouvelle fois. Voilà, on cherchait la première victoire à domicile. Encore une fois, on a le match en main. Et encore une fois, dans les derniers moments, on n'arrive pas à gérer.
on n'arrive pas à le tenir et on se fait passer devant. Et voilà. Je pense qu'il nous manque de la maîtrise en fin de match. On prend des pénalités qui nous fait retourner dans notre camp et du coup eux en fait on leur offre la fin de match quoi. On leur offre la fin de match donc c'est ça qu'on doit améliorer. Il y a certaines fois on n'a pas réussi à aller chercher la victoire et là on n'a pas réussi à la tenir quoi. Ouais, pas réussi à tenir cette victoire. D'ailleurs, aucune victoire à domicile au Parc des Sports et de l'Amitié, que des défaites du côté de Narbonne. Hein, je vérifie, et un match nul à l'extérieur et 2 victoires à l'extérieur, mais sinon ce ne sont que des revers pour ces Narbonnais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le RCN est lanterne rouge de Pro D2, Philippe Spanghero? On l'a dit, c'est son très mauvais départ, toutes ces défaites à domicile. Cette équipe elle est montée très tardivement, Rémi l'a dit, avec de tout petits moyens en plus, donc ça a cumulé au manque de délai pour essayer de recruter correctement pour être armé pour cette Pro D2. Ça a été compliqué avant même de démarrer pour Narbonne, on l'a dit, que l'opération maintien allait être très compliquée. Et puis quand on voit ce qu'elle a été capable de faire au cœur à l'extérieur et d'aller arracher quelques victoires à l'extérieur, on se dit qu'il y a quelques matchs à domicile qui vont malheureusement pour le RCN sans doute peser lourd. Enfin, en tous les cas, cette course au maintien, elle va être longue. Donc, tout ça explique ça. Il y a aussi un manque de maturité dans cette équipe, malgré le retour de quelques joueurs d'expérience, dont Madol, par exemple, dont Paul Belzon, qui est revenu après une expérience à Soyaux-Angoulême. Mais malgré ça, il y a encore beaucoup trop de jeunesse pour tenir des victoires importantes à domicile, comme celle contre Colomiers, qui illustre assez bien le début de saison du Racing. Ouais, et pourtant il y a eu quand même ce succès à Agen, 17-15, et cette défaite alors à Bourg-en-Bresse, mais avec le bonus des Français, 36-33. Malheureusement, comme Bourg qui était allé gagner à Agen aussi. Ouais. Ça a annulé ce petit exploit, et du coup, ça fait ça dans la course à distance qui oppose les deux équipes, ça laisse le Racing bon dernier ce soir. Julien Thomas, Philippe Spanghero, Rémi Mességuet, Rémi Ruggiero, est-ce qu'aujourd'hui Narbonne est sportivement la moins bonne équipe de Pro D2? Oui. Oui, Julien. Oui, je pense. Honnêtement, c'est l'équipe qui veut bien sûr prouver, s'envoyer, mais trop de matchs perdus déjà à domicile quand tu joues un maintien, donc les cartouches sont brûlées depuis un petit moment, et surtout c'est comme disait Philippe, c'est une montée dans cette Pro D2 qui bien sûr qui est exigeante, qu'il y a un niveau et un cap vraiment avec l'étage en dessous. Mais elle est agréable à regarder cette équipe, tu vois, on prend du plaisir. Mais sans gagner, et à ce niveau-là, il faut quand même faut gagner les matchs, peu importe comment, à un moment donné, quand tu joues un maintien. C'est vrai que de s'envoyer, il n'y a pas que ça. Il faut avoir aussi peut-être plus de technique, une profondeur d'effectifs. Ils ont passé quand même les 5-6 premiers matchs à regarder l'intensité de cette Pro D2, et puis finalement, à un moment donné, ils ont eu un petit déclic, et c'était trop tard. Et finalement, ils se retrouvent bien sûr derniers. Je pense pas qu'ils aient les capacités, en plus là, qu'il reste une seconde partie où tout le monde va accélérer, d'avoir l'effectif et la profondeur pour aller chercher le maintien quand même. Et pour toi, pourtant, Rémi, toi, tu n'as pas choisi de mettre Narbonne. D'ailleurs, au passage, on peut vous le dire, il n'y a que Rémi Ruggiero qui a mis Narbonne, alors que Narbonne est lanterne rouge de Pro D2. Vous avez choisi d'autres équipes. Rémi Mességuet, toi, tu as choisi une équipe un peu plus surprenante. On l'attendait pas là. Oui, moi j'ai choisi Grenoble. Voilà, j'ai choisi Grenoble parce que pour moi Grenoble n'a rien à faire à cette 11e place au classement de Pro D2, et je trouve que Narbonne, Bourg-en-Bresse, Agen, Vannes, c'est un petit peu tiré sur l'ambulance à l'heure actuelle, parce qu'on a vu le résultat de Bourg-en-Bresse hier soir, qui a justement battu les Grenoblois. J'avoue que j'ai eu une petite hésitation pour mettre Grenoble en tant qu'avertissement. J'attendais de voir le résultat des Grenoblois. On est en train de te perdre, Rémi. Est-ce que vous m'entendez là? On t'entend plus très bien. Quentin Cabanis est en train de faire des réglages. Effectivement, hier, Grenoble, s'est incliné sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. 30-20, il menait 20-6 à la pause les Grenoblois, ce qui est quand même assez hallucinant de mener 20-6 et d'encaisser un 24-0 en seconde période. On était un petit peu hallucinés hier avec toi, Julien. Franchement, bien sûr.
C'était impressionnant la domination qu'ils avaient pu mettre dans la première mi-temps avec cette gestion et puis dominer comme de la tête et des épaules quand même Bourg-en-Bresse et autant subir et avoir un autre visage sur une seconde mi-temps comme après c'est mérité parce que Bourg-en-Bresse est revenu vraiment elle aussi avec déterminée avec d'autres ambitions dans la seconde mi-temps mais un Grenoble qui veut viser le top 6 et surtout se permettre voilà, d'accrocher le wagon d'en haut et l'expérience qu'elle a, c'est bizarre que quand même ils aient ce visage pendant 40 minutes et perdre ce match. On a été très déçus hier de cette équipe de Grenoble et toi c'est le cas depuis le début de la saison, hein, Rémi. Bah oui, il y a eu même cette série de 5 matchs sans victoire de mi-octobre à mi-novembre avec 2 défaites à domicile contre Béziers et Colomiers. Donc quand on veut prétendre à aller jouer contre ces équipes-là, on peut pas perdre à domicile contre des équipes pareilles. Donc pour moi, Grenoble, ils sont pas à leur place, ils ont le 5e budget de Pro D2. C'est compliqué pour eux d'être à cette 11e place. C'est à seulement 8 points de la zone de relégation, l'air de rien. Ah oui, effectivement. Non, mais c'est important. Pourtant, Grenoble, ça avait plutôt bien démarré quand ils sont allés du côté de Vannes à ce moment-là de la saison. Hein. Ils attaquent quand même en étant très attendus. Les Grenoblois attendus comme un prétendant au top 6, voire même au top 4. Sauf que la première journée, les synonymes quand même un peu douche froide hein, pour ces Grenoblois au Stade des Alpes. Le revers 14-22 contre Oyonnax. Deuxième journée, le FCG débarque à Vannes et s'impose au-delà de la sirène grâce à un essai de 80 mètres, faisant un peu revivre d'ailleurs au RCV la douloureuse élimination en demi-finale contre Biarritz de la saison précédente. On en parlera d'ailleurs de Vannes qui ne s'en remettra probablement pas sur cette première partie de saison. Mais on va revivre cet essai exceptionnel avec comme grand artisan l'excellent Ange Capozzo, Adrien Séguret à la conclusion. Comme là d'ailleurs avec la relance grenobloise. Énorme relance avec Ange Capozzo et il est très très dangereux, il vient de franchir déjà 30 mètres, 40 mètres, il passe à la ligne médiane maintenant, il rentre dans le camp Vantais. Incroyable ce que fait Ange Capozzo, il est en train de détruire toute la défense vantaise, mais personne n'a arrêté. Oh c'est un essai, oh c'est l'essai de l'année, incroyable ce que vient de faire Grenoble. Incroyable! Ange Capozzo a traversé le terrain, toute une défense avant d'offrir un essai exceptionnel à Adrien Séguret. Quel essai! Alors quel essai! Alors là, on n'en voit vraiment pas tous les jours des essais comme ça. Et pourtant, cette saison, elle n'a pas démarré, Rémi. Et on se dit, il y a peut-être des clics comme ça dès le début de la saison. Et en fait, on se rend compte qu'à domicile, c'est très friable cette équipe de Grenoble. Hein. Oui, c'est très friable et même il y a eu cette victoire contre Mont-de-Marsan à domicile, mais qui est un peu une victoire en trompe-l'œil en fait la semaine dernière parce que les Montois, ils avec le bonus, quand même avec un bonus, mais finalement peut-être que cette victoire leur a fait plus de mal que de bien parce que on voit qu'ils sont relâchés contre Bourg-en-Bresse en deuxième mi-temps et résultat, Grenoble ils sont pas à leur place, je le répète, quand on a le 5e budget de Pro D2 et qu'on prétend au top 6. Être 11e avec seulement 28 points et presque largué par rapport au top 6. Ils sont à plus de 10 points du top 6. Donc Grenoble, ça va être dur de cravacher en deuxième partie de saison. Ouais, effectivement, des Grenoblois qui pourront peut-être essayer de revenir vers la première partie de classement, mais le top 6 semble déjà quand même bien compliqué. Philippe, tu as choisi, toi, par contre, évidemment, de tirer sur l'ambulance. Tu as choisi Agen. Tirer sur l'ambulance, oui et non. Ils se sont d'abord sauvés de la zone rouge pour l'instant et de ces places de relégables. Ils sont à 4 points du premier relégable Bourg ce soir. Mais Agen, bien sûr, parce que on attend toujours l'équipe qui descend de top 14 beaucoup plus haut en Pro D2. Et après une saison en enfer en top 14, ce début de saison en Pro D2, il a été catastrophique. Ce groupe a explosé de l'intérieur. On a vu tous les problèmes extra-sportifs. D'ailleurs, Philippe, moi je te coupe rapidement, mais parce que tu étais là à l'antenne avec nous à ce moment-là. On a la 4e journée, un début de saison catastrophique pour Agen, défaite 37-16 contre Bayonne, 9-12 contre Béziers, 17-13 à Grenoble, et puis il y a ce revers terrible contre Bourg-en-Bresse le soir de cette 4e journée, 24-28. Et je sais pas si tu te souviens, le président Lot-et-Garonnais, Jeff Fontenot, il s'exprime sur Sud Radio, il répond à notre sollicitation juste après le coup de sifflet final, et il évoque justement le staff de Régis Sonne, qui était à ce moment-là entraîneur du SUA. Écoutez-le. Régis, avec son équipe, de ce staff qu'on a quand même évidemment structuré, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont 18 dans ce staff. Plus que jamais.
plus que jamais. Bon, il y a évidemment des choses qui se mettent en place. Il y a évidemment, je dirais donc une organisation qui va finir par être payante. Mais on se rend bien compte que de toute façon, dans le sport et le rugby en particulier, si on ne met pas les ingrédients nécessaires et tout dans la combativité, l'agressivité, ça ne fonctionne pas. Et même contre un club promu qui n'était pas forcément venu chez nous pour faire un résultat. Confiance maintenue donc, si je comprends bien, Jean-François Fontenot. On a un bloc qui va se terminer à Mont-de-Marsan, ce qui ne sera pas une chose facile pour nous, comme vous l'avez compris, au jeu je dirais, aujourd'hui de l'efficacité du club montois. Tout à fait. Mais voilà, il va falloir qu'il y ait une réaction collective. J'aurai bien sûr un échange avec mon manager, puisque moi je ne m'étais pas initié dans l'aspect sportif depuis évidemment quelques temps. Mais bon, il faut qu'on ait des échanges pour pouvoir essayer de trouver, on va dire, la bonne direction. La bonne direction, on a la sensation qu'après le départ de Régison, ça va un peu mieux. Et notamment, cette réception il y a quelques semaines, maintenant il y a 3 semaines, c'était la réception de Colomiers, un match âpre, une victoire quand même rassurante, 18-8. C'est un moment fort peut-être de cette saison du SUA. On écoute l'essai de Ramoka, commenté par Mathieu Dalzovo. Les Agenais qui sont toujours en position du ballon dans les 22 mètres de Colomiers, avec Graou qui va trouver Ramoka lancé, qui va laisser. Et voilà, Ramoka sur l'un de ses premiers ballons qui va aller aplatir, laisser entre les poteaux. Ouais, vous voyez, Alex et Julien, on parlait de la stratégie. Peut-être à Genèse, la stratégie est sûre. Le finisseur, le voilà, mais les joueurs d'expérience. Ouais, et cet essai donc de Ramoka, ça c'était à la 13e journée. Et puis hier, Agen s'est imposé à domicile face à Aix-en-Provence après avoir été mené 15-0. C'est finalement imposé 20-18. Ça a été d'abord des sifflets à la pause du côté d'Armandie, puis des hurrahs à la fin du match en faveur des Lot-et-Garonnais. Et l'annonce du président Jeff Fontenot à l'issue de ce match au micro de Mathieu Dalzovo. Un nouveau staff arrivera au 1er janvier. À compter du 1er janvier, donc un manager va venir donc accompagner l'équipe, c'est donc Bernard Gouta, et il sera aussi donc accompagné d'un entraîneur spécifique qui est Christophe Delot. Donc ce binôme va venir évidemment aider ces jeunes entraîneurs qui ont fait plutôt un super boulot, qui sont bien sûr avec nous jusqu'à la fin de la saison. Bernard Gouta est engagé jusqu'à la fin de la saison et sur 2 saisons donc fermes. Et s'agissant de Christophe, on est jusqu'à la fin de la saison et puis évidemment plus s'il y a affinité, mais véritablement ça va nous permettre de travailler et puis de peaufiner notre projet. Ouais, peaufiner ce projet. Aujourd'hui, Agen va mieux quand même, il faut le dire, hein, Philippe. Agen avec maintenant cette 14e place, certes, mais quand même une meilleure dynamique. Est-ce qu'Agen est sauvé, Philippe ? Non, Agen est loin d'être sauvé, mais Agen a retrouvé goût à la victoire et retrouve un collectif. On voit que ce groupe vit mieux, c'est toujours beaucoup plus facile dans la victoire que dans la défaite. Le club a fait le ménage. Je crois que le discours de Régison ne passait plus. Ce changement de staff va, je pense, amener aussi un nouveau souffle. Et donc cette équipe, elle a pris des points importants hier d'un point de vue comptable et aussi dans la forme d'être capable d'aller arracher cette victoire. Je l'ai dit hier soir, ils auraient été incapables de le faire en début de saison. C'est le signe que quelque chose a changé. Et c'est le signe que sur le papier, cette équipe a rien à faire en position de relégable. Une autre équipe qui n'a rien à faire là, c'est Vannes, Julien Thomas. Oh, ça me fait mal au cœur. Vous le savez. Il va falloir qu'on fasse rapide sur Vannes. Ah, d'accord. Bon, mais Vannes 13e, c'est surtout Vannes qui, l'année dernière, nous a montré quand même un excellent jeu qui avait été huilé jusqu'à la demi-finale. Sauf que si on fait le bilan, l'année dernière, ils avaient attaqué très fort. 10 matchs, qu'une défaite à Provence Rugby. Et cette année, après cette défaite contre le BO, je pense que d'ailleurs, ils avaient eu déjà 3 défaites avant la demi, parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Ils ont mis une série et d'entrée de jeu. Les 10 premiers matchs de cette année, de cette saison, c'est 7 défaites, 1 nul, 2 victoires à Agen et à Bourg-en-Bresse.
Donc ils sont rentrés dans une spirale vraiment négative au niveau de la reconstruction du jeu. Et surtout, je pense aussi, c'est qu'il y a un système de jeu qui a été modifié, plus la Rabine qui est en reconstruction. Et là, sans le public, ça les a encore plus plumés. Ouais, et effectivement, et donc ces avertissements, Vannes, Agen, Grenoble et Narbonne, Antoine Mazer, qu'est-ce que les auditeurs Sud Radio ont choisi comme avertissement sur cette première partie de saison? Alors c'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était très très serré, et à 30,2%, c'est Agen qui a été choisi dans la catégorie avertissement. Ce suit de tout proche Narbonne, comme on le disait tout à l'heure, à 25,5%, et juste à 24,5% Grenoble. Et c'est Vannes qui a été le moins choisi à 19,8%, Alexandre. Et sur nos conseillers de classe de toute la première partie de saison, quelle équipe avait été le plus en avertissement? Eh ben c'est, à la surprise, c'est Colomiers qui avait été élu 4 fois avec l'avertissement à égalité avec Narbonne et avec Béziers. Et ben voilà. 3 équipes avec 4 avertissements. Comme quoi, la réalité d'une soirée n'est pas toujours la réalité de ce qu'on voit en global sur le début de la saison, et quand même la présence de Narbonne et le choix de Rémi Ruggiero. On revient dans un instant sur Sud Radio. C'est un bon début de soirée. Je suis heureux de savoir que je reste un phare dans la nuit pour tous ces gens qui me suivent. On revient dans un instant sur Sud Radio. On passe au compliment. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. On fait le grand conseil de classe de la première partie de saison de Pro D2 après 15 journées, à mi-saison donc sur Sud Radio. Vous savez, on diffuse tous les matchs et on est très heureux de vous les proposer chaque année, et depuis le début de la saison avec un programme renforcé autour de la Pro D2. On est avec Quentin Cavanis, Antoine Mazer, Julien Thomas, Philippe Spanghero, Rémi Ruggiero et Rémi Mességué, nos spécialistes Pro D2. Et on vient d'adresser nos avertissements à Vannes, Agen, Grenoble et Narbonne. Voilà, ça a été quand même choisi de façon claire. Chacun avait un club et personne ne s'est concerté, donc c'est plutôt très intéressant. On va passer maintenant aux compliments. Compliments. Ils sont coriaces, ces barbares. Quel est votre métier? Vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. Oh, je suis trop fort. C'est maintenant qu'il faut le faire. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. En tout cas, bien joué. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Vous savez que l'un d'entre eux a une destinée tout à fait exceptionnelle. Ça vous épate, hein? Bravo. Bravo, Arthur. Bravo. Mais bravo, il est arrivé. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Compliments donc pour donner ses compliments sur cette première partie de saison de Pro D2. D'ailleurs, venez donner les vôtres au 0826 300 300, 0826 300 300, 5 centimes l'appel. On parle Pro D2, et d'ailleurs il y a des cadeaux à gagner. Voilà, pour ceux qui viennent participer avec nous à ce conseil de classe Pro D2. On avait fini avec Julien Thomas, on va commencer donc avec lui. Julien, tu as choisi un club qui m'a étonné. Ouais. Mais moi aussi qui m'a étonné. Non, moi c'est ton choix qui m'a étonné. Non, mais c'est vrai que c'est Provence Rugby. Alors mon choix est fait de plusieurs réflexions. C'est une mallette. C'est sûr. Ouais, non, un petit peu, de petite. Donc la seconde partie, il y aura le reste. Et non, c'est surtout Aix-en-Provence qui, pour moi, est 10e, donc dans le ventre mou, qui n'a pas été exceptionnel et en dents de scie, on va dire, dans cette première partie de saison. Oui. Mais qui construit un club, je pense, qui peut, là, dans les années qui arrivent, être très, très bon et de haut niveau. Déjà, ils ont quand même sportivement, une équipe avec des flancards, des Selponi, des Roux, des Bézi. Enfin, il y a quand même quelques noms qui ont joué le haut niveau et qui ont l'expérience. C'est des installations quand même de ce club qui sont exceptionnelles. Mais quand je dis, c'est plus que le top 14, certains clubs. Donc, c'est un gros potentiel pour cette équipe, et je trouve que là, ils sont pas loin du déclic. Ils étaient à 10-0 à la mi-temps à Agen, notamment. En seconde période, ils se sont fait manger, mais ils perdent 20-18. Mais honnêtement, je pense que si ce déclic passe, on peut voir un Provence Rugby qui soit dans les voilà, le haut de tableau dans les années à venir, mais surtout peut-être fin de saison. Oui, mais alors il manque un truc fondamental
mental, c'est de jouer au rugby pendant 80 minutes. Ça a été quand même un gros problème pour Provence Rugby, et on l'avait constaté dès la première journée du côté de Colomiers, d'ailleurs avec Rémi Mességuet. Rappelez-vous, Provence Rugby menait 19-3 à la pause, et puis derrière, donc à Colomiers, hein, et derrière ils ont reçu un 31-0 en seconde période, ce qui avait fait ce score de 34-19, et Mauricio Reggiardo comprenait pas. Écoutez-le. Les matchs durent 80 minutes. Quand on fait un match dans la mi-temps, qu'on maîtrise notre rugby, qu'on est discipliné, qu'on reste dans les plans de jeu. Après, peut-être, deuxième mi-temps, nous a manqué un peu d'humilité, certainement. Certainement, à côté, ça gueulait. Nous, on savait que ça dépendait de nous, de rester concentrés, de rester focus. On n'a pas été capable. On n'a pas été capable. Premier match de la saison, deux visages complètement différents de l'équipe. Malheureusement, les mauvais visages, c'est la deuxième mi-temps pour nous. Et on se retrouve avec ce sentiment on est déçu, on est frustré, mais bon, dans la vie, on a ce qu'on mérite. Dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Et ben malheureusement, hier, ils ont remérité ça, Quentin, puisque hier, eh bien, ils se sont inclinés de nouveau après avoir mené 15-0. Ça avait été finalement 20-18 du côté d'Agen. Je ne sais pas s'il fait mal. Franchement, il fait pas mal. Je crois que pendant 50 minutes, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. La seule chose, c'est qu'on n'a pas été capable de le concrétiser dans les résultats. On est dominateur dans tous les aspects des jeux. À la 50e, on marque l'essai. Ça se joue à rien, hein. Mais bon, je suis plutôt en colère. Ce n'est pas la première fois que nous arrive. À Vannes, on doit gagner. À la 77e, on prend un essai et on perd. Contre Oyo, on fait un gros match. On ne récolte rien. Contre Motavan, on mène des 40 points. On perd les bonus offensifs à 5 minutes de la fin. Il faut grandir, mais il faut grandir un peu plus vite maintenant. Ouais, grandir un peu plus vite, c'est vrai que ça met du temps. Rémi Mességuet, toi, t'avais commenté ce match de la première journée, et quand même, une constante, c'est qu'elle nous a énervé, cette équipe de Provence Rugby, depuis le début de la saison. Hein. Julien, dire Provence en compliment, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait bizarre. Non, mais après, il a fait une mallette. Grenoble en de là, Oui, voilà, parce que moi j'ai mis Grenoble avec le même nombre de points avertissement, donc forcément, après, c'est pas tout à fait pareil. Mais oui, c'est Provençaux, justement, Julien, il a cité des grands noms, des flancards, des Selponi, des joueurs qui ont joué le haut niveau, et ont fait le conseil de classe de la première partie de saison. Et pas le conseil de classe des 3 saisons à venir. Donc j'ai envie, et je comprends pas trop, et oui, elle est énervante cette équipe de Provence parce qu'elle joue 40 minutes en général. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ça, Philippe. Ben oui, pour moi, elle est pas vraiment dans les compliments parce que la saison dernière déjà, elle nous a beaucoup déçus. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Il y avait un recrutement très ambitieux. Le club s'était vraiment bien structuré, comme l'a dit Julien. C'est un des plus gros budgets de ce championnat. C'est plus que les Sharks, par exemple. Hein. Les Sharks en Afrique du Sud. Bon, il faudrait comparer ce qui est comparable parce que les modèles sont très différents. Mais c'est plus de 10 millions d'euros de budget. Ça fait partie des très gros budgets de Pro D2. Et il y a une ambition affichée qui est importante, et donc cette inconstance, elle n'est pas au niveau du discours. Donc je suis surpris, mais je respecte énormément les avis de Julien Thomas. Merci. Rémi Ruggiero, ton avis sur Aix-en-Provence? Je vais dire Montpellier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi non plus. Effectivement. Non, Provence Rugby, ouais, ça peut étonner ton choix, Julien, mais moi j'ai souvenir de match à Béziers. Provence Rugby menait 21-3 à l'heure de jeu, et à la fin, Provence Rugby qui s'impose 25-24. Donc c'est une équipe qui souffle, qui est capable du pire comme du meilleur. Une équipe qui se construit sur l'avenir, c'est certain. Il y a pas mal de moyens effectivement qui sont mis en place du côté du club provincial, et puis surtout il y a un joueur, on parle en Pro D2, messieurs, vous suivez tous la Pro D2 assidûment, qui s'appelle Mallet, qui est un 3e centre qui est énorme, qui est capable de créer de différence, et qui est un petit peu le meneur de cette équipe, à surveiller dans l'avenir, bien sûr. Après voilà, c'est une équipe pour l'instant qui est classée dans le ventre mou et à observer en deuxième partie de saison. Alors il y a deux de nos spécialistes Pro D2, hein, Philippe Spanguero et Rémi Mességuet, vous êtes tous les deux, vous avez choisi Nevers. Pourquoi Nevers mérite de faire partie des compliments, Philippe? Ben pour moi, parce que on en a parlé, c'est une équipe qui est remontée en Pro D2 finalement il y a peu de temps. C'est leur 5e saison qu'ils abordent en Pro D2. Là aussi il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent, mais assez vite, lors de leur remontée, ils ont été ambitieux, ils ont structuré un club sans faire beaucoup de bruit, avec Xavier Péméja, qui a fait beaucoup de bien, je crois, dans la structuration de ce club. Ils butaient toujours devant le top 6, et là, aujourd'hui, ils paraissent assez bien installés quand même si la phase retour va être longue et difficile. On se demandait quelles équipes pouvaient éventuellement venir y prétendre. On avait évoqué le FCG, et j'y crois plus.
Provence Rugby non plus. Je trouve Béziers, Aurillac et Carcassonne trop irréguliers pour venir accrocher le top 6 et donc ça permettrait à Nevers pour la première fois de son histoire de jouer des phases finales en Pro D2. Nevers en phase finale ou pas, Rémi Mességuet, puisque c'est ton choix? Moi j'y crois. Je suis un petit peu comme Philippe. En fait, quand on regarde le classement, on a le trio de tête qui caracole en tête, Mont-de-Marsan, Oyonnax, Bayonne. Et si on regarde, Nevers, c'est les premiers des suivants, tout simplement, avec 41 points. Ils sont 4e, les Neversois, et il y a quand même aucune défaite à domicile sur ce premier bloc, des victoires contre Oyonnax et Colomiers au Pré-Fleury. Il y a une construction étape par étape et hier soir ça se joue à rien qu'il ramène plus qu'un bonus défensif de Carcassonne. Donc oui, moi je crois beaucoup à Nevers en phase finale à la fin de la saison. Nevers en phase finale peut-être. Est-ce qu'il y aura Montauban, Rémi Ruggiero? C'est mon choix, Montauban. Oui, c'est mon choix, Montauban. Alors vous parlez d'équipes qui avaient des moyens. Pour le coup, Montauban c'est plutôt un petit calibre dans ce secteur-là. Pour souvenir l'an passé, ventre mou, 9-10e place à 15 points de la qualif. Donc une équipe qui était un petit peu larguée sur ce point de vue. C'est vrai que cette année on a vu les Tarn-et-Garonnais dépasser, que ce soit à Colomiers, à Oyonnax, Bayonne, des concurrents qui sont directs du coup à la qualification. Par contre, c'est que Montauban cette année c'est une des seules à être invaincue à domicile à Sapiac avec Mont-de-Marsan et Nevers. C'est une équipe qui est très basique, très proche de ses fondamentaux à chaque fois qu'on a pu l'observer. Il y a David Girard qui est arrivé cette année aussi, qui a l'expérience avec Béziers, une qualification qui peut porter ce groupe jusque-là. Même si un petit bémol à dénoter quand même avec cette équipe montalbanaise, c'est son indiscipline. Déjà 4 cartons rouges sur la phase aller, c'est énorme. Donc il y aura des choses à rectifier. Et puis les matchs à l'extérieur. Colomiers 41-14, à Oyonnax 56-6, à Agen 41-17. Montauban a réussi à prendre 40 points à Agen quand même. À Provence Rugby 37 à 15, à Bayonne 41-24. À l'extérieur, est-ce que tu peux vraiment rêver plus si t'es aussi catastrophique à l'extérieur? Ouais, c'est le grand écart entre le domicile et l'extérieur. C'est ce qu'il va falloir régler vraiment à tout prix. D'autant que le calendrier s'annonce pas évident d'entrée de jeu en 2022. Des déplacements au risque. Donc on verra justement. Ils vont récupérer du monde. Il y a eu aussi pas mal de blessés. J'ai vu du côté de Montauban, comme un petit peu partout, bien sûr. Ça sera, c'est au bascule ou pas. On va voir si cette 6e place est synonyme effectivement de progrès ou si c'était provisoire en tout cas pour cette équipe tarn-et-garonnaise. Et d'ailleurs, on va écouter Simon Augry. C'était au soir de la 4e journée parce que Montauban faisait partie, comme Bayonne, Mont-de-Marsan, Colomiers, de ces équipes qui survolaient ce début de saison. 4 victoires en 4 journées pour l'équipe de David Girard, l'ancien entraîneur de Lyon, de Béziers. Et justement, cette 4e victoire, elle était intervenue contre Béziers, si on s'en souvient bien. C'était à Sapiac 41-14. Et le 3e ligne, Simon Augry, il savourait. D'ailleurs, je crois que c'était à ton micro, Rémi Mességuet. On s'est dit à la mi-temps que c'était très bien ce qu'on faisait, c'était juste des petits détails pour vraiment les enfoncer complètement. Je pense qu'on a fait la 2e mi-temps la même que la première. Heureusement, on va chercher ce bonus, mais il y a quand même des petits détails qu'il faudra gommer contre des plus grosses équipes. Je pense que dans l'état d'esprit, devant, on a été conquérant du début à la fin et on sent dans le groupe qu'il y a vraiment une émulation. Émulation, que tout le monde veut aller dans le même sens et ça c'est vraiment sympa quoi. Émulation, carton bleu, Simon Augry. Est-ce que vraiment carton bleu, Alexandre, pour toi? Pourquoi? Il me semble qu'ils gagnent à la maison contre Béziers 37-11 et ils perdent 41-14 à Colomiers. Ah pardon, oui, non, oui, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Les cartons sont sortis. Ah oui, c'est vrai, c'était 37-11. Non, mais en plus les biscottes. Non, mais en plus je l'ai devant les yeux le résultat. Tiens d'ailleurs, la question qui tue, on va te mettre un peu dans la sauce. Julien Thomas, Montauban, vraiment, c'est une chance de monter en top 14 un jour, enfin cette année ou pas? Top 14, je pense pas cette année. En fait, ce qui leur permet d'être 6e là, d'être dans le top 6 et d'y être peut-être pour l'instant. Est-ce que c'est un intrus dans ce top 6, Montauban? Pas intrus, mais c'est qu'il y a eu, à mon avis, une belle préparation d'intersaison. Ils sont arrivés avec fringant, avec les 4 premiers matchs, comme on disait, gagnés. Bon, ils ont quand même à l'extérieur Bourg-en-Bresse, première journée, 3e journée à Narbonne. Bien sûr, il fallait gagner, mais c'est des écuries qui étaient des promus. Finalement, derrière, après ça, ils prennent 41 points à Colomiers. Et puis là, face au gros, ça souffre quand même. Et voilà, c'est chaque sortie face au gros, c'est à Oyo 56 points à 6, à Agen, mais là, comme tu disais 41-17, c'est vrai que elle sait pas très bien se déplacer et face au gros c'est très compliqué, donc ils sont 6e par rapport à ce bon début de saison. Après je sais pas si elle aura la cadence pour y tenir jusqu'à la fin.
Et le grand philosophe Quentin Cabanis me dit quelque chose dans le casque. Quentin, je te laisse te faire profiter à nos auditeurs. J'ai dit fort contre les faibles, faible contre les forts. Ça vient de Philippe Sanguero, ça. Hein. Il nous a tout appris de toute façon. Philippe, t'as un mot à dire sur cette phrase? Non, mais je l'aime beaucoup. Merci. Qui, Quentin ou la phrase? Les deux. Les deux. Et voilà, donc pour les avertissements, hein, Provence, Nevers et Montauban. Et compliments là. Les compliments, pardon. Que disent les auditeurs Sud Radio? Eh ben, c'était une nouvelle fois très serré. C'est Montauban qui ressort en tête à 33,3%. Je suis étonné, hein, franchement. Et en deuxième place, une équipe qu'on n'a pas parlé, c'est Carcassonne, qui n'a pas été choisie et qui réalise une bonne fin de première partie avec notamment 3 victoires consécutives et qui est à 30,4% derrière Montauban et se suit derrière Nevers. Et franchement, je suis très déçu de vous tous de ne pas avoir mis Carcassonne. Oui, moi je l'aurais mis. Moi aussi. Et après c'est Provence Rugby. Moi j'ai mis Nevers. On peut quand même. On peut avoir la liberté d'expression quand même. Non, mais vous me décevez. Qu'est-ce que je te dis? Vous me décevez. Et après il est-ce qu'on a le droit de saluer le fait que c'est la première fois qu'on nous impose pas les conseils de C'est vrai. On parle vrai. C'est faux. C'est vrai. Non, c'est faux. C'est absolument faux. La vérité. C'est faux. Et pour la dernière place, donc c'est Provence Rugby à 14,7%. Mais quand on vous dit qu'il a fumé quelque chose, tout à l'heure, quand j'ai fait le décompte, Provence Rugby est arrivé à la 3e place des tops des 3 des compliments. Ouais. Il a quand même été parmi. Il a été. C'est quoi le top 3 des équipes à la choisies dans les 3e place, c'est Provence Rugby 4 fois. À la 2e place, c'est Oyonnax 5 fois. Et à la première place, sans surprise, c'est Mont-de-Marsan 5 fois dans les compliments. Mont-de-Marsan, c'est ça, compliments, félicitations, c'est fou. Donc là, ce que vous nous dites sur Sud Radio, les auditeurs, et on est très heureux que vous ayez participé quand même très largement à ce sondage, c'est que de 1, Julien Thomas a de la merde dans les yeux, de 2, parce qu'il a choisi Provence Rugby et apparemment 85% de vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui, et vous avez souligné Carcassonne, ce que nos spécialistes Pro D2 n'ont pas réussi à le faire. D'ailleurs, Rémi Mességuet, toi, Carcassonne, non, c'était hors de question. Toi, non. Bah oui, parce que moi le souvenir que j'ai de Carcassonne, c'est quand ils ont joué contre Mont-de-Marsan, je les ai commentés contre Mont-de-Marsan. Ouais, c'est pas aussi. J'ai vu une équipe. Oui, mais justement complimenter. Il y a des joueurs qui sont arrivés depuis. Oui, mais je veux dire Carcassonne, pour moi, c'est quand on voit le match qu'ils font hier, ils s'en sortent très bien avec la deuxième mi-temps qu'ils font. Je préférais complimenter Nevers. Après, la vie, c'est faire des choix aussi. Hein. Au bout d'un moment, on peut pas mettre tout le monde. Hein. Et puis surtout, tu mets qui t'as envie. C'est surtout ça, la vie. Tu sais quoi, quand tu vois que tu mets Provence. On a vu que tu mettais ce que tu avais envie. Hein. Ça, on l'avait bien remarqué. Exactement. Au-delà de toute logique sportive, le chèquos. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas un Philippe Sanguero dans cette histoire, parce que dès qu'il y a de l'argent dans les stades, de toute façon, il n'est pas loin. C'est terrible. C'est peut-être lui qui avait mis 4 fois Provence lors des conseils de classe. On peut féliciter les auditeurs quand même qui ont voté Montauban. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. Oui, mais Rémi Ruggiero, on sait que tu as une influence très positive sur les auditeurs de Sud Radio. Exactement. On passe au top du top. Félicitations. Laissez passer l'artiste. Alors, vous saignez les sujets, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! C'était parfait! Une fois qu'on l'a goûté, on n'a envie de rien d'autre. Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. Préparez-vous pour la gloire! Les félicitations, c'est quand même le moment le plus intéressant, le plus important de ce conseil de classe. Je rappelle les premières places quand même de ce classement. Mont-de-Marsan premier devant Oyonnax, 2 points d'écart entre les deux équipes. Ensuite Bayonne, Nevers, Colomiers et Montauban. Eh bien, vous avez choisi des équipes évidemment qui sont dans ce top 6. Julien Thomas, tu as fait le choix étonnant de Mont-de-Marsan. Ouais, étonnant. Mais comme Provence Rugby que j'ai mis en compliment, mais là c'est encore un choix étonnant. Mont-de-Marsan, mais non, Mont-de-Marsan, logique, validé. Je pense que c'est l'équipe qui nous a surpris. On en a pu débattre plusieurs fois dans nos émissions de Sud Radio. C'est début de saison, et on va dire fanfare, 5 victoires d'affilée. Je pense qu'ils sont rentrés dans une spirale très positive et surtout, ce que je retiens, c'est quand même un staff qui avait
fait parce qu'ils n'ont pas viré le staff à l'intersaison pour dire, parce que la saison dernière c'était des résultats très mauvais. Ils ont réussi à mettre un vestiaire d'anciens, de nouveaux joueurs, de jeunes, du cru. Et c'est ce que disait d'ailleurs hier Rémi Thalès. Exactement. Ouais. Je pense que c'était la priorité du staff de créer ça, et ça se ressent sur le terrain. Le projet de jeu déjà et le système est je veux dire ambitieux. Par un jeu, on a toujours vu aéré. On s'était dit, au bout de 5 matchs, 5 victoires, peut-être ils vont tomber dans la fatigue. Mais ils sont à la 15e journée, ils sont autant efficaces. Mais est-ce que c'est pas une question d'euphorie, ça? 15e journée, c'est plus de l'euphorie, je pense, surtout moi, je suis pas sûr. Dans des matchs d'hiver, là, comme la dernière fois, chercher des bonus à la dernière minute, comme ils ont fait sur les 2 dernières rencontres, ça montre un état d'esprit, ça montre quand même de la rigueur aussi dans son système de jeu, malgré peut-être moins de puissance que certaines équipes, mais je trouve qu'ils sont dans la positivité. Philippe, est-ce que c'est pas de l'euphorie cette histoire, Mont-de-Marsan, félicitations, est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer? Alors ils sont leaders, d'accord, mais est-ce que c'est pas un coup d'une moitié de saison justement? Comment veux-tu ne pas être emballé? Alors l'euphorie, je crois pas. L'euphorie, c'est sur 2 ou 3 journées. Là, ça paraît être de l'euphorie parce qu'ils sont très ambitieux dans le jeu qu'ils proposent, mais on sent beaucoup de sérénité et de certitude dans leur jeu. Au bout de 15 journées, être capable de tenir ce rythme, comme le disait Julien, d'aller chercher ces bonus en fin de match, c'est plus de l'euphorie. On en a parlé déjà un peu hier. C'est un travail qui devient payant. Une saison de transition l'année dernière, lors de laquelle on a laissé ce staff et ces joueurs travailler et grandir. On était d'ailleurs hier au téléphone avec Rémi Thalès sur ça. Voilà, et on est revenu là-dessus et sur la qualité de son groupe et de son vestiaire, il n'y a pas de secret. Et on n'oublie pas non plus est-ce que c'est une équipe qui peut performer en phase finale? Moi j'ai un doute là-dessus. Rémi Mességuet, toi aussi tu as choisi Mont-de-Marsan, vous êtes 3 à avoir choisi Mont-de-Marsan. Pourquoi? Est-ce que tu vois cette équipe être capable de performer en phase finale? Oui. Sur ce que montre cette équipe à l'heure actuelle, oui, elle peut performer en phase finale. C'est une équipe qui a quasiment 3 charnières déjà, pour faire simple. Donc à des postes clés, ils sont vraiment fournis. Et surtout, c'est dans cet état d'esprit bloc par bloc. Ils font un bloc Casa de Papel, un bloc Peaky Blinders. L'état d'esprit du groupe est incroyable et ils vont peut-être attaquer les phases finales comme un bloc, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui leur permettra d'aller loin. Non, mais on peut poser la question à l'envers aussi. Quelle équipe a impressionné plus que Mont-de-Marsan sur cette première partie et donne plus de certitude en phase finale? J'en ai une. Oui, Oyo. Oyo, c'est ton choix, toi, Rémi Ruggiero, hein? Ouais, c'est mon choix. Et puis je pense à un match. Il y a une confrontation déjà directe entre Oyonnax et le Stade Montois. 30-19 pour Oyonnax ce jour-là. Le bonus offensif pour Maton. Ici c'est Oyo en quelque sorte. Et puis cette équipe de Oyonnax, je la vois plus stable sur la durée. Philippe l'a dit, c'est vrai que c'est plus de l'euphorie après 15 journées, clairement. Il y a des bases, il y a une philosophie de jeu qui est assumée, qui clairement éclabousse ce Pro D2. C'est la lumière, Mont-de-Marsan, c'est sûr. Mais je vois plutôt Oyonnax comme une équipe qui est capable d'être sur la durée et qui a l'expérience un peu plus aussi de ces dernières années des phases finales. On verra comment ça se passe pour le duo Joëlad Magnet-Moz, mais cette équipe de Oyonnax, je pense qu'elle peut renverser la table sur la fin, effectivement. Moi je la trouve plus solide, mieux calibrée pour les phases finales, mais je me trompe ou quoi, messieurs? Non, je pense pas que tu te trompes, mais c'est surtout que c'est 2 styles différents. Quand on va arriver dans les phases finales, pour moi, il y a plus de puissance sur Oyo et puis là, bien sûr, une spirale aussi positive qui fait qu'ils sont juste collés à leur deuxième, on va dire, dauphin de 2-2. C'est les bonus offensifs qui leur permettent pas d'être devant, qu'a récolté Mont-de-Marsan. Mais par contre, on va arriver dans les phases finales où c'est le temps est sec, il fait beau, soleil, et que ça peut être avantagé Mont-de-Marsan qui eux ont un jeu aéré moins puissant que Oyo. Donc à voir quand même. C'est vrai que c'est des bonnes rencontres. C'est vrai que aussi Oyonnax c'est la meilleure défense de Pro D2. Oyonnax qui s'appuie d'ailleurs sur ce secteur de jeu. Je vous propose d'écouter Benjamin Gélédan au micro de Julien Vert. C'était le soir de la 7e journée. Il s'était imposé 56-6 face à cette équipe de Montauban. Encore une fois avec une prestation offensive très bonne, mais défensive assez exceptionnelle. Travail sur détail, voilà, on a eu une grosse défense depuis le début de la saison. On est content ce soir de rentrer avec 0 essai encaissé. Voilà, on s'appuie sur ça pour se mettre en confiance. Maintenant, voilà, il faut gommer les petites erreurs qu'il y a eu ce soir. Il y en a eu un peu quand même.
Alors il avait été quand même assez exigeant, Benjamin Gélé dans le micro de Julien Vert, mais c'est vrai que cette défense, ça semble être une assurance pour cette équipe de Colomiers. Donc on récapitule, vous avez choisi Mont-de-Marsan, Julien Thomas, Philippe Spanghero et Rémi Mességué, et puis Rémi Ruggiero, Oyonnax. Que disent les auditeurs Sud Radio? Il n'y a pas eu beaucoup de suspense sur cette catégorie. À la logique, Mont-de-Marsan sort vainqueur à 61,6%. Et en deuxième place, une équipe qui n'a pas été citée, c'est l'Aviron Bayonnais. Alors c'est peut-être le fait que Arnaud ait retweeté sa communauté bayonnaise c'est sûrement dans le coup. Franchement, j'aurais pas pensé à Bayonne, sincèrement. Et après, c'est Oyonnax et Colomiers qui poursuivent, mais dans le top 3 des félicitations, alors là, il y a des surprises. Alors, le top 3 des félicitations, c'est à chaque fois qu'on a fait depuis le début de la saison un conseil de classe, à l'issue donc de 15 journées, eh bien, on a gardé toutes les archives, et du coup. À la première place, pas de surprise, c'est Mont-de-Marsan. Ok. Bon, deuxième place, pas de surprise comme les auditeurs, c'est Bayonne. Mais à la troisième place, on a 4 équipes à égalité des félicitations, mais c'est pas des équipes qui sont dans les 10 premiers ni les 11 premiers des équipes de Pro D2. C'est notre partie, c'est Narbonne, notre côté généreux, ça. Agen, c'est Julien Thomas qui vote. Vannes et Grenoble. Exactement. Qui ont eu 2 fois les félicitations. Attends, quand même. Narbonne, Agen, Vannes, Grenoble. Bah attends, mais c'est nos à chaque victoire. Mais c'est à chaque victoire, en fait. Mais c'est nos avertissements. Narbonne, Grenoble, Vannes, Agen. Mais c'est forcément, t'as envie de féliciter une équipe quand elle a pas gagné 5 fois, quand elle a une victoire, t'as forcément envie de souligner sa victoire. Mais c'est même triste pour Bourg-en-Bresse de pas y être au milieu là, parce que ils ont fait certains matchs qui auraient mérité peut-être. À noter qu'il y a 2 clubs qui n'ont pas été cités parmi tous ces clubs. Pas une seule fois cette saison. Ils n'ont pas été cités une seule fois dans les avertissements, les compliments et les félicitations. Je ne sais pas si on les aime, si on les déteste, mais c'est Aurillac 8e et Nevers 4e qui n'apparaissent nulle part dans mon classement. C'est incroyable. Mais Aurillac, j'ai rattrapé le coup pour Nevers. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et Aurillac, c'est parce que Philippe Spanghero nous a dit de ne surtout pas en parler. C'est pourquoi. Parce que justement à cause de toi, parce qu'on dit pas il faut pas dire Cantalou. Voilà. Mais Cantalou. Ouais, pardonnez-nous, amis Cantaliens. Donc on récapitule les avertissements. Vannes, Agen, Grenoble, Narbonne. Compliments à Provence, Nevers et Montauban. Félicitations à Mont-de-Marsan et Oyonnax. Voilà. Et ben ça a été quand même une très très belle première partie de saison. Merci beaucoup.